Vous le savez, l'eau est une ressource vitale pour l'homme et tout autre organisme vivant. Selon des statistiques qui seront sans doute confirmées au cours de cette émission, le taux d'accès à l'eau potable au Burkina Faso se situe entre 76%. En 2015, on était à 68%. Par ailleurs, il existe des disparités sur l'ensemble du territoire selon le fait que les populations se trouvent en milieu urbain ou en milieu rural. On parle de la crise de l'eau et sa gestion durable dans le débat avec nos invités qui ont bien voulu répondre présents à notre invitation. À ma gauche, je vais vous présenter Roch Ouedraogo. Il est le manager de la communication de l'ONG WaterAid. Bonsoir. Bonsoir Vanessa et bonsoir aux téléspectateurs. On dit également bonsoir à Christine Tapsoba Ouedraogo. Elle est directrice des études et de l'information sur l'eau au ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et bonsoir à Alassane Samoura, fondateur et directeur du musée de l'eau. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs. Le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez compris, on parle de l'eau dans le débat avec cette ressource qui est rare et précieuse pour les Burkinabés. La toute première question, elle est adressée à Christine Tapsoba. Actuellement, au Burkina Faso, des chiffres ont été donnés, notamment 76% de taux d'accès à l'eau potable. Est-ce que ce sont des données toujours d'actualité ? Ok, merci beaucoup madame. D'abord, permettez-moi de remercier les autorités du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, notamment monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général et monsieur le directeur général des ressources en eau qui me permettent de m'exprimer sur votre plateau ce soir. Effectivement, les taux d'accès qui ont été communiqués sont toujours d'actualité. Je peux vous donner les taux d'accès, l'évolution du taux d'accès au cours des dernières années. De 2016 à nos jours, il faut dire que nous avons noté une progression du taux d'accès de 72,4% à 76,20%. Donc nous avons progressé de 3,8 points, ce qui est significatif. Pour ce qui concerne l'assainissement, nous avons également un taux qui a évolué de 19,8% à 27,5%. À ce niveau également, il y a une évolution de 7,7 points qui ont été obtenus. Et pour ce qui concerne la mise en œuvre de l'AGI, la gestion intégrée des ressources en eau, il y a eu aussi des progrès qui ont été engagés à ce niveau. Donc c'est dire que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi que la gestion intégrée des ressources en eau occupe une place importante. C'est vraiment une volonté politique qui a été vraiment marquée par rapport à cela. Est-ce que les statistiques données sont encourageantes ? Oui, parce que si on regarde ce qui s'est passé au Burkina Faso ces dernières années, il faut avouer qu'il y a eu des avancées que nous saluons tous. Maintenant, comme elle vient de le donner, on connaît les chiffres qui datent de 2021. Quand on regarde le taux d'accès à l'eau potable au Burkina Faso, je pense qu'on tourne autour de 76%. Et il y a une disparité selon que l'on est en ville à Ouaga 2000 ici ou que l'on se trouve à Pilimpuku à Kankalaba. On va se retrouver dans une situation où le taux d'accès à l'eau va se réduire. Donc en milieu rural, on va tourner autour de 109,5%. Ça voudrait dire que quand on regarde, on va se rendre compte qu'il y a encore des Burkinabés qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été en tout cas faits ces dernières années, mais il faut continuer, d'autant plus que si on regarde les ambitions même que l'État burkinabé s'est fixées et les engagements que l'État burkinabé a eu à prendre, si on regarde par exemple l'ODD qui dit que d'ici 2030, on devrait avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous et partout. Évidemment, on ne va pas atteindre cet objectif-là, mais il faut avouer que ces dernières années, des efforts ont été faits qui ont permis en tout cas de booster le taux d'accès à l'eau potable dans notre pays. Mais c'est pas encore, on n'a pas encore atteint
la couverture totale. Donc il faut continuer à travailler sur cette question. C'est donc des statistiques fort appréciables. Alassane Samoura, vous êtes le fondateur du musée de l'eau. Pourquoi la création de musées de l'eau? La création des musées de l'eau répond au fait qu'on doit combler un vide culturel, un vide anthropologique, un vide sociologique, cosmogonique, politique, etc. Partout on dit l'eau c'est la vie, c'est vrai, c'est une phrase universelle et c'est une vérité universelle. Mais l'eau c'est la vie sans le patrimoine. Le patrimoine c'est les objets, les ustensiles, les récipients qui participent à la collecte, au transport, au stockage de l'eau. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas un objet qui va vous permettre d'avoir accès à l'eau, l'eau n'est pas la vie. C'est le contenu et le contenant qui vont ensemble. Je veux dire en quelque sorte que on a eu l'eau, mais pour accéder à l'eau, pour faire beaucoup de choses, il faut avoir du matériel, il faut avoir des objets. La calebasse, c'est un objet. La jarre, c'est un objet. La calebasse, c'est un objet. La louche, c'est un objet. Ça, c'est le patrimoine matériel. Tout ça, il faut le mettre avec l'eau. Même la terre, c'est un objet, c'est un réceptacle. Alors, c'est ce qu'on appelle patrimoine matériel. Il y a ce qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel. Les chants, les chansons, les mythes, les récits, les contes, les proverbes sur l'eau. Tout ça, il faut les mettre ensemble pour faire ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Patrimoine matériel et immatériel liés, c'est ça qui va faire l'eau. Le sacré, les symboliques, tout ça, ça doit faire partie de l'eau. Et ce sont des éléments que vous mettez en valeur au musée de l'eau? Oui, on a essayé de penser l'eau autrement. L'eau, c'est pas seulement d'aller faire un fourrage et puis s'arrêter là, mais il faut voir aussi tout ce qui peut entourer l'eau dans sa vision holistique. Je le disais tout à l'heure, l'eau dans sa vision culturelle, anthropologique, sociologique, économique, historique, géographique, tout ça, il faut le prendre en compte. Mais il y a aussi la pluridisciplinarité et la multidisciplinarité. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de domaine dans la vie de l'homme dans lequel l'eau ne traverse pas. Et il faut montrer tout ça dans ce qu'on fait. La question de l'hygiène et de l'assainissement, on ne peut pas faire de l'hygiène et de l'assainissement sans eau. Alors nous allons y revenir sur la question de l'assainissement précisément. Je reviens à Christelle Tapsoba. Quelle est la politique actuellement en matière d'accès à l'eau au Burkina Faso? Ok, merci beaucoup pour cette question. En matière d'accès à l'eau potable, le Burkina a souscrit, à l'instar des autres pays, aux objectifs du développement durable, notamment le DD6, qui vise à garantir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion intégrée des ressources en eau. Et à partir de cela, il y a un programme qui a été élaboré au niveau du ministère en charge de l'eau, qui est le programme national d'approvisionnement en eau potable, dont l'objectif est que d'ici 2030, de réussir à assurer l'accès à l'eau pour tous. Et comment y parvenir? Et comment y parvenir? Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation. Vous avez des projets de fourrage, des projets de réalisation de systèmes d'adduction d'eau potable avec des nouvelles technologies innovantes qui permettent en tout cas de desservir une plus grande population à partir d'un ouvrage avec ces systèmes innovants. Vous avez le fourrage équipé de pompes à motricité humaine et vous avez les pompes équipées de pompes solaires et avec un château d'eau où il est vraiment possible de desservir beaucoup de populations. Voilà, donc... Alors, Roch Ouedraogo, comment est-ce que vous appréciez la politique qui est mise en place au Burkina, justement, dans le sens de l'accès à l'eau potable pour tous? Comme elle a si bien dit, je pense qu'au niveau du ministère, pour ce qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il y a 5 programmes, dont un qu'elle a évoqué tout à l'heure, à savoir le programme d'approvisionnement en eau potable, qui a permis en tout cas de booster le taux d'accès à l'eau potable ces dernières années dans notre pays, comme je le disais à l'entame de mes propos, qui tourne autour de 76%. Mais quand on rentre à l'intérieur, comme je le disais, on va se rendre compte que selon que l'on est en milieu urbain ou en milieu rural, ce n'est pas la même situation. Mais ce qu'il faut dire surtout est que si on regarde
la plupart des investissements dans notre pays-là n'ont pas suivi le taux d'accroissement des populations, notamment dans les grandes villes. Quand vous prenez par exemple la situation aujourd'hui, il y a la crise de l'eau dans la ville de Ouagadougou. On estime aujourd'hui que le barrage de Ziga, par exemple, qui approvisionne notre pays en eau potable, semble être dépassé. Et quand vous regardez aussi au niveau des investissements à travers le flux financier que l'État même met au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement, vous vous rendrez compte que par rapport aux ambitions que l'État même s'est données, on peut estimer que ce chiffre-là est dérisoire. Parce que quand on regarde les chiffres entre 2016 et 2021, on tourne autour de 2,4% du budget national consacré au secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc vous verrez que c'est vrai, ces dernières années il y a eu des avancées, mais on estime en tout cas qu'il faut travailler davantage, rehausser le budget accordé au secteur de l'eau et de l'assainissement, et ça passe par une priorisation du secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc je pense qu'il y a eu des avancées, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il faut continuer à travailler pour pouvoir faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à l'eau potable. Christine, oui. À ce niveau, on sent qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Il y a toujours cette crise de l'eau qui demeure toujours présente et quotidienne au Burkina. Effectivement, le constat est exact. Beaucoup d'efforts ont été déployés par l'État et ses partenaires, que nous remercions au passage, mais nous devons le reconnaître, il est important que beaucoup plus d'efforts puissent être fournis pour pouvoir réussir à assurer l'accès à 100% des populations. Il a parlé des disparités entre le milieu rural et le milieu urbain. Effectivement, au niveau du ministère, il y a un travail qui est en train d'être réalisé et chaque année, il y a en tout cas un programme important de forage et d'adduction d'eau potable qui est en train de réaliser. Mais cela aussi, il faut reconnaître que le contexte hydrogéologique de notre pays est un peu complexe. C'est ce qui explique souvent les disparités entre le milieu rural et le milieu urbain. Il y a la pluviométrie également qui est un peu faible d'une zone à une autre. Nous n'avons pas toujours la même pluviométrie. C'est entre autres ces raisons-là qui expliquent ces disparités. Et également vous avez l'accroissement démographique qui induit l'apparition de nouveaux besoins. Et ces dernières années, vous avez le phénomène des changements climatiques qui impactent négativement sur les ressources en eau. Voilà, les phénomènes de pollution. Vous l'avez dit, la ressource en eau est une ressource vitale, mais très vulnérable. Très vulnérable du fait de la pollution, du fait des changements climatiques, du fait de la surexploitation et bien d'autres facteurs. Mais il y a lieu de s'adapter justement. Effectivement. Il faut aussi adapter et c'est pour ça qu'au niveau du ministère de l'eau, il y a des instruments juridiques et toute la réglementation tout autour qui vise vraiment à préserver cette ressource vitale. Je pense aussi que dans le contexte du Burkina Faso actuellement, on ne peut pas évoquer cette question-là sans penser aux personnes déplacées internes dans notre pays, dû à la crise sécuritaire. Donc quand vous regardez, vous allez vous rendre compte encore que le besoin est encore plus crucial. Les gens se sont déplacés d'une localité à une autre, les infrastructures n'ont pas changé, et il y a une pression aujourd'hui sur les infrastructures au niveau des communautés, des localités qui accueillent ces populations-là, qui font encore qu'on se rend compte que sur le terrain, la crise d'eau, vous allez vous rendre compte dans les villes comme Kaya, comme Fada, ou toutes les villes qui reçoivent en tout cas des personnes déplacées internes, Ouayouya, la question est très difficile. Donc ça voudrait dire que ce sont des questions qu'on devrait prendre en compte rapidement pour voir comment est-ce qu'on fait en sorte que ces 2 millions de personnes qui représentent à peu près 6% de la population du Burkina Faso, qui sont aujourd'hui des déplacés internes, aient aussi droit à l'eau et à l'assainissement parce que c'est un droit fondamental qui est inscrit dans notre constitution depuis 2015.
Alors je reviens à Alassane Samoura en tant que protecteur de l'eau et tout ce qui entre en compte en termes de patrimoine matériel ou immatériel. Comment est-ce que vous appréciez justement ce que l'État fait en matière d'accès des populations à l'eau potable? Je pense que je vais peut-être vous surprendre par un propos. En 1983, j'étais à l'université et le président Sankara avait créé le ministère de l'eau. Mais nous, on s'est moqué, on s'est dit, mais ça c'est quoi ça, cette histoire du ministère de l'eau? Ça représente quoi? Mais l'histoire lui donne raison, ça veut dire qu'il a été très visionnaire. Ça veut dire que depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, la grande problématique de ce pays, c'est la question de l'eau. Et il l'a perçu très tôt. Nous qui nous sommes moqués dans son temps, voici, je suis un acteur aujourd'hui, un grand défenseur de la question de l'eau, parce que j'ai épousé cette vision d'un homme qui a fait de l'eau la plus grande priorité de notre pays. Et c'est cette politique qui a continué jusqu'à nos jours. Et tous les gouvernants ont continué à le faire. Si aujourd'hui il n'y a pas un ministère lié à l'eau, vous verrez que les gens ne seront pas d'accord. C'est vrai qu'on a fait des ajustements ministériels, mais la question de l'eau reste toujours là. Il n'y a pas eu de gouvernant ou de gouvernement qui n'a pas pris en compte la problématique de l'eau. Donc pour dire quoi? Que c'est devenu une politique réelle de gouvernance. Parce que même aux élections, vous voyez, même les élections, quand les gens vont pour faire des élections, on met la question de l'eau devant. On va vous faire des barrages, on va vous faire des forages. Et tout de suite, les gens, ils gagnent les élections. Dans le programme de société des candidats. C'est le programme de société des candidats. Parce que le premier besoin des Burkinabés, d'abord, ce n'est pas l'alimentation, c'est la question de l'eau. Donc, quand vous faites des sondages, vous faites des calculs ou des études, moi, j'ai vu la dernière récente étude que j'ai reçue, les gens ne sont pas sur la question de l'alimentation, c'est la question de l'eau. Comment faire pour boire? Donc, partant de là, c'est vraiment un problème vital, sérieux, et ça doit être la politique de tous les gouvernants qui vont... Je crois que l'État actuel fait des efforts, comme les deux partenaires viennent de le dire. On a des pays qui ont suffisamment d'eau. Madame a dit qu'il y a des disparités et qu'il y a des problèmes d'eau. Moi, je connais un pays où ils ont 10 mois sur 12 de pluie. Mais ils n'ont pas de l'eau potable. Je ne vais pas citer le nom. Une capitale, dans la sous-région. Ils n'ont pas de l'eau potable. Mais ça veut dire quoi? On est sur la gouvernance. On a des hommes politiques qui ont compris qu'il faut vraiment que les gens aident l'eau. On est en droite ligne, on est en phase avec ce qu'on fait. Et nous, au niveau du musée de l'eau, on en parle. On en parle aux visiteurs, on en parle aux élèves pour qu'ils comprennent que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont faites. Même dans les écoles, on en parle. Voilà, il faut que les écoles aient de l'eau, il faut que les dispensaires aient de l'eau, il faut que les publics en aient de l'eau. Toutes choses qui peuvent concourir à un éveil de conscience des visiteurs au niveau de la question de l'eau. Et puis aussi dire aux enfants, il ne faut pas boire de l'eau qui n'est pas potable. Donc voilà. C'est très important. Alors, parlons de l'eau potable. Est-ce que toute eau minérale, autant pour moi, est potable? Toute eau minérale. Toute eau claire est potable. Non, l'eau, ce n'est pas la couleur qui va déterminer la potabilité de l'eau. Il y a des indicateurs qui peuvent nous amener à savoir si l'eau est potable, propre à la consommation humaine ou non. Ce n'est pas la couleur qui va déterminer. Vous pouvez avoir une eau qui a une couleur, j'allais dire, acceptable et qui est souillée. Donc c'est pas ça. Il faut pas la couleur qui va déterminer. Généralement, ce sont des techniques qu'on utilise pour savoir si l'eau est potable ou pas. Quand on prend par exemple la question de l'eau potable au niveau de l'ONEA, il y a un laboratoire qui va examiner l'eau et déterminer la potabilité de l'eau avant qu'on le mette dans les circuits de distribution. Donc ça, c'est très important. On voit également que le commerce de l'eau est devenu un commerce assez lucratif avec ces sociétés qui vendent de l'eau au niveau du ministère, au niveau du laboratoire notamment, ou même du ministère du Commerce. Il y a des actions de filtrage qui sont faites, mais c'est devenu une vraie problématique. Non, c'est sûr, parce que je vois que souvent, même au niveau du ministère, il y a une liste qui est souvent dressée pour dire quelles sont les structures, en tout cas, qui sont en conformité avec la loi, où le laboratoire national de santé publique est passé. Il y a eu à faire des examens et on a vérifié que l'eau qui est commercialisée est de l'eau potable qui ne va pas causer de problèmes de santé à la population. À côté, il faut aussi avouer qu'il y a des structures qui ont souvent été
prise la main dans le sac parce que évidemment les conditions d'hygiène ne sont même pas réunies pour fournir de l'eau potable. Je pense qu'à ce niveau, il faut que les Burkinabés fassent attention. C'est un appel à tout un chacun pour que vraiment on fasse attention autour de soi. Et il y a le rôle régalien de l'État évidemment qui devrait travailler à ce que ceux qui ne sont pas dans les normes, dans les conditions requises, ne puissent pas vendre l'eau aux populations. On parle toujours de cette vision politique en termes d'accès à l'eau. Il est souvent reproché justement dans cette campagne de construction ou d'installation de forage, le fait que lorsque ces différentes installations sont en panne, il n'y a aucun mécanisme de réparation, on n'arrive pas à les réparer. Beaucoup sont donc abandonnés après une panne et laissant les populations, surtout celles qui sont en milieu urbain, encore une fois dans le désarroi. Est-ce que au niveau de l'État, il n'y a pas cette nécessité d'assurer le service après-vente, pour le dire ainsi? D'accord. Ok, et il faut dire qu'il y a une organisation qui a été mise en place au niveau du ministère de l'eau. Nous avons ce qu'on appelle la stratégie de gestion des ouvrages, que ce soit les forages ou les adductions d'eau potable. Et tout forage qui est réalisé, il faut d'abord rappeler que le domaine de l'eau et de l'assainissement, c'est un domaine qui a été transféré aux collectivités territoriales. Et dans ce sens, il y a une organisation qui a été mise en place et tout ouvrage qui est réalisé dans une localité rentre dans le parc d'ouvrages. Et dans chaque village, vous avez ce qu'on appelle les usagers de l'eau qui s'organisent pour que tout ouvrage qui tombe en panne, il ne se passe pas 72 heures sans être réparé. Voilà, il faut veiller à ce que ce soit continuel. Et dans tous les villages du Burkina, vous allez trouver ces organisations-là. Et malheureusement, ça ne se passe pas partout comme cela. Et il y a une contribution pour ce qui concerne les forages et une contribution que la population doit consentir pour qu'en cas de panne, le forage puisse être réalisé. Et pour ce qui est des autres adductions d'eau potable aussi, c'est la même réglementation qui s'applique. Donc en principe, tout ouvrage ne devrait pas excéder plus de 72 heures sans être réparé en cas de panne. Et à ce niveau, pour revenir par rapport à la crise de l'eau, il faut dire que nous avons assisté au lancement sur initiative de M. le Président du Burkina Faso de ce qu'on appelle la bataille de l'eau. La bataille de l'eau qui vise à réaliser des actions de réalisation de forages, des réalisations d'ouvrages d'adduction en eau potable et d'assainissement pour accompagner les actions de sécurisation du territoire. C'est donc cette bataille de l'eau qui vise à implanter 500 forages dans les 13 régions du pays. Cela au bout d'une année. Au bout d'une année, et ce n'est pas le seul objectif de cette bataille de l'eau. La bataille de l'eau vise également à améliorer la connaissance sur les ressources en eau, vise également à mettre en place un mécanisme durable de financement et à renforcer le cadre institutionnel, la gouvernance dont M. Samora faisait cas. Tout ça, ça rentre en droite ligne dans cette bataille de l'eau. Avant de revenir à Alassane Samora, je m'adresse à Roch Ouedraogo. WaterAid qui mène souvent des actions terrain justement pour aller vers ces populations qui sont dans le désarroi en termes d'accès à l'eau. Est-ce qu'il vous arrive d'être confronté à ces problèmes de forage en panne? Oui, ça c'est la réalité dans le pays. Il ne faut pas se leurrer le visage. Il y a des fois où les infrastructures d'eau, d'assainissement sont réalisées dans certaines communautés. Et comme l'a si bien dit madame, en principe, quand un ouvrage est réalisé, on travaille à ce que les communautés à la base s'organisent pour que quand on prélève de l'eau, on puisse donner un peu d'argent qui va rester dans la caisse de manière à ce que quand il y a une panne, on puisse réparer. Mieux,
il a été fait en sorte qu'au niveau des communautés, il y a des artisans, mécaniciens réparateurs qui ont été formés pour que très rapidement, quand il y a une panne, on puisse prendre la panne en charge. Malheureusement, comme vous savez, il y a des fois où les gens ne respectent pas les engagements qui ont été pris. Donc il y en a qui viennent prendre de l'eau, qui ne contribuent pas. À la fin, ou bien il y a des cas délicats où quelqu'un peut disparaître avec la caisse, si on peut passer l'expression. Et après, le forage est en panne. Donc on se trouve devant une difficulté pour pouvoir réparer très rapidement. Sinon, en principe, on ne devrait pas passer 72 heures sans qu'un forage ne soit réparé. Mais la réalité est tout autre. Il faut avouer que des fois on rencontre des situations où le forage est en panne. Bon, on cherche à situer les responsabilités avant qu'on ne vienne réparer. Mais ça contribue effectivement à rendre, j'allais dire, non effectif le droit d'accès à l'eau au Burkina. Parce que quand on fait un forage et après le forage est en panne, ça voudrait dire qu'il y a des communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est un droit qui est violé ici. Alors, le musée de l'eau qui existe depuis plusieurs années maintenant, est-ce qu'il est assez visible? Est-ce qu'il y a assez de fréquentation? Il y a des structures ou des individus qui manifestent cette volonté de venir aller au niveau du musée de l'eau pour connaître de quoi il s'agit réellement? Le musée de l'eau a été créé en 2005. Ça fait 18 ans de cela. C'est le premier musée de l'eau en Afrique. Je suis le premier musée de l'eau en Afrique, je suis le fondateur du musée de l'eau. Je le dis sans modestie, parce que j'ai dit qu'il faut voir l'eau autrement. Je pense que cette vision participe au changement de comportement et au changement de vision sur la question de l'eau. On a des infrastructures, on a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas pris en compte. Ce dont il vient de parler, la gestion des infrastructures, tout ça, il faut l'intégrer dans le comportement des gens vis-à-vis de leur vision vis-à-vis de l'eau. Si vous n'avez pas une bonne vision sur la question de l'eau, si un forage tombe en panne, ça ne vous dit rien. Mais si vous savez que le forage fait partie de votre vie, vous allez forcément le réparer plus tôt. Donc voilà un peu une idée qu'on a essayé de développer au niveau du musée. Donc 18 ans de péripéties, nous avons créé ce musée. Et vous portez jusque-là seul le projet? Oui, je le porte seul, mais sous la forme associative. Sous la forme associative, on a un certain nombre de personnes qui sont autour du musée. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont en train de se mettre dans un réseau qu'ils appellent les Amis du musée de l'eau. Et puis il y a ce qu'on appelle les héros du musée de l'eau, héros avec E-A-X à la fin, H-E accent aigu, R. EAX, les héros de l'eau. Donc il y a toutes ces entités qui sont en train de se former autour du musée. Donc c'est en train de prendre corps. Donc ce musée, il existe, ça fait 18 ans. Après notre musée, il y a le musée de l'eau de Marrakech que le roi Mohamed VI a créé, ils sont venus même s'inspirer de notre expérience. Ensuite, on a un musée de l'eau beaucoup plus à ciel ouvert. Ce n'est pas des musées, voilà, genre Quai Branly, on vient, on regarde dans les vitrines. Non, c'est un musée très interactif dans lequel on met le visiteur en apprentissage direct. Un exemple pour chercher l'eau, par exemple, avec ce qu'on appelle le bâton de sourcier. Le visiteur qui vient, on le transforme en sourcier. Donc il va apprendre à chercher l'eau. Et les sourciers ont existé dans toutes les civilisations du monde. Donc il faut valoriser ça, il faut professionnaliser la fonction de sourcier. Nous sommes en train de travailler sur ça et l'UNESCO Dakar est en train de vouloir vraiment même financer ça pour nous, pour qu'on en fasse un cadre professionnel. Il y en a 105 sourciers aujourd'hui au Burkina qui ont des savoirs endogènes. On fait quoi de tout ça? Il faut les mettre en pratique. Donc il y a tout ça qu'on est en train de créer. Le musée est fréquenté par beaucoup d'élèves. Et aujourd'hui, par exemple, nous sommes au début du congé du deuxième trimestre. On a beaucoup d'élèves qui viennent visiter le musée avec leur encadreur. Et la démarche avec les élèves, c'est vraiment de travailler sur les questions d'hygiène et d'assainissement et les questions de ne pas gaspiller l'eau. Parce que ça, c'est les grandes préoccupations, plus le lavage, le bain personnel. Donc, on travaille sur les questions d'hygiène et d'assainissement avec les enfants pour qu'ils comprennent que la question d'hygiène et d'assainissement doit être prise en compte dans leur mode de vie, changer leur cadre de vie. On a beaucoup d'étudiants également qui visitent le musée et qui sont même en train de faire des mémoires
dessus. Il y a même un qui est en train de faire une thèse sur la question de l'eau au niveau du musée. Donc, quelque part, ça devient comme un centre d'apprentissage et de formation. C'est même une université, on peut l'appeler une université anthropologique de l'eau. Pourquoi pas? Alors, merci Alassane Samoura. Je reviens à Roch Ouedraogo, WaterAid qui existe depuis plusieurs années, créée en 1981. Elle existe au Burkina depuis plusieurs décennies. Est-ce que des plaidoyers en faveur de l'accès à l'eau potable portés à la connaissance des autorités ont déjà abouti? Est-ce que vous avez des résultats palpables? Oui, je pense que si on regarde WaterAid au Burkina Faso, évidemment nous sommes une ONG dédiée aux questions d'eau potable, d'hygiène et l'assainissement, présente au Burkina depuis 2003, donc nous tendons vers notre 20e anniversaire au Burkina Faso. En termes de plaidoyer qui a vraiment porté et qui montre que nous avons contribué fortement à faire avancer les questions d'eau au Burkina Faso, je pense que nous avons été avec ceux qui ont travaillé à faire en sorte qu'on puisse inscrire le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement dans la Constitution du Burkina Faso sous la transition en 2015. Évidemment, je ne dirais pas qu'on était seul, mais en tout cas, WaterAid a contribué fortement en portant ce plaidoyer-là parce qu'il est important qu'au niveau de la loi fondamentale du Burkina, on puisse avoir cette description au niveau de la Constitution qui dit que tous les Burkinabés ont accès à l'eau potable. Auparavant, vous allez voir même que dans la Constitution, on dit que bon, les gens ont droit aux loisirs, etc. Mais l'eau qui est fondamentale, l'eau qui est la vie là, n'était pas inscrite dans la Constitution. Donc ça a été une opportunité pour WaterAid et puis d'autres ONG sœurs travaillant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, de travailler à ce que ça soit une concrétisation au niveau de la Constitution du Burkina Faso en 2015 sous la transition. Donc voilà une action de plaidoyer qui montre que les choses évoluent. Et quand je prends aussi l'exemple au niveau du Parlement, nous avons travaillé, nous continuons à travailler avec les députés, notamment le réseau pour l'eau potable et l'assainissement de REFABF, le réseau des parlementaires, qui au niveau de l'Assemblée nationale essaie de travailler pour prioriser les questions d'eau. Parce que vous savez que tout ce qui est question d'eau fait appel aussi au financement dans le secteur. Et donc, quand l'État décide de mettre de l'argent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, évidemment, ça va passer par la loi de finances qui viendra à l'Assemblée nationale. Et les députés, s'ils sont informés, orientés, outillés sur ces questions-là, peuvent en tout cas interpeller le gouvernement pour non seulement accroître les ressources budgétaires, mais aussi voir les engagements que l'État a pris à l'international et faire le suivi. Donc, autant d'actions de plaidoyer que nous menons sur le terrain et qui ont en tout cas porté fruit ces dernières années. Alors, de l'œil de profane que nous sommes, on a l'impression qu'on exploite beaucoup l'eau, les retenues d'eau et qui sont à ciel ouvert, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour suffisamment exploiter les ressources souterraines au Burkina Faso? D'accord. Il faut noter au niveau des retenues d'eau qui sont réalisées qu'au moment de la réalisation d'une retenue d'eau, il y a la vocation primaire. Il y a des retenues d'eau qui sont à vocation adduction d'eau potable, celles à vocation agricole et pour l'abreuvement du bétail aussi. Et toutes ces usages-là sont organisés. Ça a été dit ici, l'eau c'est la vie, mais l'eau aussi peut être source de conflit. Donc pour que l'eau ne soit pas source de conflit, il y a une organisation qui a été mise autour de ces ouvrages-là. Vous avez ce que nous appelons les comités locaux de l'eau, avec les agences de l'eau, où chaque année, les acteurs qui utilisent la ressource se concertent pour pouvoir utiliser l'eau de façon pacifique. Et en cas de pénurie d'eau, quel est l'usage qui est prioritaire par rapport à tel autre usage? C'est ce travail-là qui est fait au niveau du ministère de l'eau pour que les usagers tout autour de l'eau puissent utiliser cette ressource-là sans vraiment trop de conflits.
Et vous avez ce que nous appelons aussi la police de l'eau, qui est un instrument juridique qui regroupe les acteurs du ministère de l'eau, de l'environnement et les agents judiciaires assermentés au niveau de la justice, qui veillent à ce que l'utilisation de l'eau n'impacte pas trop sur la ressource en eau. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'utilisation de ces retenues d'eau. Vous voyez, au bord des retenues d'eau, vous avez les activités agricoles tout autour. Mais il ne doit pas utiliser, il ne doit pas s'installer au-delà d'une certaine limite. Ce que nous appelons la berge. On ne doit pas utiliser et on ne doit pas faire les activités agricoles au niveau des berges. Et la police de l'eau a été mise en place pour veiller vraiment à cette utilisation. De plus en plus, nous constatons aussi que les retenues d'eau, du fait de l'activité de l'homme, la capacité se réduit. Nous assistons à l'ensablement de la plupart des retenues d'eau et c'est en partie dû à l'action de l'homme que ces retenues d'eau sont comblées. Donc il est nécessaire que chacun de nous veille vraiment à la préservation de cette retenue, des retenues d'eau et de cette ressource qui est vraiment vitale pour la population. Mais qu'en est-il des ressources souterraines au Burkina Faso ? Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour mener des études accrues pour savoir il y a combien en termes de capacité, on dispose de combien de millilitres d'eau au Burkina sous le sous-sol? Oui, pour ce qui est des ressources en eau souterraines, c'est effectivement beaucoup plus complexe. Nous avons un état des lieux qui date de 2001 et actuellement nous sommes en train de travailler à actualiser cet état des lieux. Quand vous prenez notre pays, il y a deux grands ensembles, ce que nous appelons la partie sédimentaire où les potentialités hydrogéologiques sont assez élevées et la zone du socle qui couvre à peu près 80% de notre territoire. Et c'est cette partie-là qui est vraiment assez complexe. Et pour pouvoir déterminer les potentialités au niveau de cette partie, nous avons des études en cours, plusieurs études financées par un vaste programme au niveau du ministère de l'eau que nous appelons le PAEA, programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement financé par la Banque mondiale, qui est en train de faire des études pour améliorer la connaissance. À l'issue de ces études-là, on aura une meilleure connaissance des ressources en eau. Donc les résultats sont très très attendus. Je reviens à Alassane Samoura, eau, hygiène, assainissement, trois éléments qui sont indissociables. Oui, indissociables. Il faut en faire un réflexe. Un réflexe, c'est quoi? C'est un mécanisme. C'est-à-dire que le corps humain même le fait sans se rendre compte. C'est comme si vous pédalez un vélo. Vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de pédaler un vélo. Se laver les mains, ça doit être la même chose. Sortir des toilettes et se laver les mains, ça doit être un réflexe. Après les jeux, se laver les mains, ça doit être un réflexe. Avant de manger, se laver les mains, ça doit être un réflexe. C'est-à-dire il faut être constamment en train de se laver les mains, le corps, les habits. Tout ça, ça doit faire partie des réflexes qu'il faut créer. Et ça, nous essayons d'en parler tout le temps au musée de l'eau. On a même des approches très pédagogiques, ludiques, éducatives, qui permettent aux enfants de fixer les bons comportements hygiéniques. Mais par le jeu, le temps est en cours, je ne vais pas revenir dessus, mais pour dire que l'eau, l'hygiène et l'assainissement, comme on le dit, c'est la dignité, mais c'est aussi le courage de faire les choses. C'est aussi la volonté d'être un être humain, d'être différent des animaux. C'est ça qui doit nous mettre ensemble. Éviter que les gens défèquent à l'air libre. C'est parce que ça produit trop de maladies. On a même dit qu'on est autour, nous buvons 90% de nos maladies. C'est énorme. Quand vous allez dans les centres de santé, il y a 75% des maladies qui sont liées aux problèmes d'hygiène et d'assainissement. On aurait pu éviter tout ça si on avait les bons comportements hygiéniques. Malheureusement, au Burkina, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de gens défèquent à la nature.
beaucoup de gens ne se lavent pas les mains après les toilettes, beaucoup de gens ne se lavent même pas physiquement. Bon, je suis au regret de le dire, mais c'est comme ça. Donc il faut travailler à changer les comportements et les mentalités des gens sur la question. Donc le musée de l'eau, c'est ça, c'est aussi un espace de sensibilisation, d'éducation sur la question de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. C'est pour ça qu'on a rassemblé, on a plusieurs types de latrines. Depuis la nuit des temps, les différentes latrines qui ont existé, on les a rassemblées pour montrer aux gens que si on arrive aujourd'hui avec des latrines modernes où on peut pousser et puis l'eau passe, mais on a fait des efforts. Tous ces efforts-là, il faut que les enfants comprennent que c'est le travail des gens, mais il faut arriver à un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est de changer de comportement. Alors, Roch Ouedraogo, est-ce que la question d'assainissement, elle est uniquement comportementale au Burkina? La question de l'assainissement, je pense qu'à ce niveau... Est-ce qu'elle est liée au manque d'eau, justement? La question est liée au manque d'eau, ça c'est un fait qui est là, parce que bon, il y a des fois où les gens rencontrent des difficultés pour avoir accès à l'eau. Nous avons évoqué tout à l'heure les chiffres là, notamment en milieu rural où le besoin est encore plus pressant, parce que quand on parle du milieu urbain, je pense qu'autour de 92% des populations ont accès, mais en milieu rural c'est un peu plus compliqué. Mais cela ne dédouane pas l'être humain à travers son comportement au quotidien. C'est vrai que la rareté de l'eau est là, elle est rare, mais ça voudrait dire aussi que dans le comportement, on devrait travailler à faire en sorte qu'on puisse être dans des situations où les questions d'hygiène, notamment se laver les mains quand on veut prendre un repas, quand on sort des toilettes, etc., soient un réflexe au quotidien. C'est pour ça d'ailleurs que pour essayer dans nos projets, nos programmes d'intervention, aussi bien en milieu communautaire qu'en milieu scolaire, nous travaillons à ce que ces réflexes-là soient des habitudes de tout temps. Par exemple, nos projets dans les écoles, on ne cesse de travailler avec le milieu scolaire pour que les enfants puissent avoir ces réflexes en grandissant. Parce que c'est encore mieux et plus favorable de faire passer un certain nombre de messages au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. Quand les adultes commencent à avoir des habitudes, souvent c'est difficile de les amener à changer. Mais un enfant, quand on le dit qu'il peut grandir avec, on se rend compte qu'il y a des choses qui évoluent maintenant en matière d'hygiène en milieu scolaire. Et ça a un effet aussi sur le milieu communautaire, d'autant plus que quand l'enfant quitte le milieu scolaire, il va à la maison. Et puis bon, il est à ce niveau-là aussi un exemple pour la communauté. Mais je dis et je répète, les questions d'eau restent une question fondamentale pour l'accès à l'assainissement à notre pays, parce que bon, on ne peut pas faire d'assainissement sans eau. Prenez l'exemple de quand vous avez des latrines par exemple, vous pouvez aller faire vos besoins, mais quand vous finissez de faire vos besoins, qu'on le dise, on a besoin d'eau pour être encore plus propre. Donc c'est des choses qui doivent aller ensemble. Donc travaillons aussi à ce qu'on ait un meilleur accès à l'eau potable, qui contribuera aussi à favoriser l'accès à l'assainissement dans notre pays. Et justement, dans cette même veine de favoriser l'accès à l'assainissement, est-ce que les autorités en place ne pourraient pas apporter un coup de pouce, notamment en multipliant, un exemple, les toilettes publiques qui manquent, et c'est un problème et qui est décrié, surtout dans les milieux urbains. Allez-y. Effectivement, l'accès à l'assainissement est une préoccupation, et l'assainissement étant d'abord un problème, un phénomène comportemental. Il faut se dire qu'au niveau du ministère de l'eau, il y a un programme qui a été développé, c'est-à-dire c'est de mettre fin à la défécation à l'air libre par l'ATPC. C'est l'approche totale pilotée par les communautés. C'est réussir à inculquer ce changement de comportement-là au niveau de la communauté, et la communauté elle-même réussira à réaliser la latrine. Une fois qu'elle réalise elle-même sa latrine, ça veut dire qu'elle a compris l'importance de la latrine et son impact sur sa santé. Et dans beaucoup de villages, ceci devient une réalité. Les communautés, de par elles-mêmes, arrivent à réaliser leurs latrines, à les utiliser convenablement. Et il y a après le niveau village, il faut réussir à réaliser des latrines conformément aux normes.
c'est-à-dire des latrines sécurisées. Et il y a l'autre aspect aussi de la réalisation des latrines publiques. Et je pense qu'à ce niveau aussi, il y a un vaste programme qui est en cours pour la réalisation d'un certain nombre de latrines dans les lieux stratégiques de certaines grandes villes telles que Ouagadougou, Bogo. Et au-delà de ça aussi, il y a les stations de traitement de boues de vidange. Une fois que la latrine est réalisée et qu'elle est pleine, il faut réussir à la vider et à dépoter dans un endroit assez sécurisé pour que ça ne devienne pas une source de maladie. Vous savez que il n'y a pas trop de barrières entre l'assainissement et puis le mieux-être de la population. Et voilà. Donc c'est un ensemble de paquets technologiques qui ont été mises en œuvre au niveau du ministère en charge de l'eau pour accompagner la population dans l'amélioration de son cadre de vie. Alors nous sommes pratiquement à 7 ans de la fin des ODD, en tout cas en ce qui concerne le volet eau et assainissement. Est-ce que 2030, cet objectif pourra être atteint? L'objectif 2030 de l'accès à l'eau pour tous. De l'accès à l'eau pour tous pourrait être atteint si toutefois nous arrivons à réunir ce qu'il faut. Je veux parler des financements. Donc c'est l'occasion pour nous de plaider pour un financement massif au niveau du secteur de l'eau. Nous sommes à un taux de 76,2% à la date du 31 décembre 2022. Donc il nous reste un bond à faire pour l'objectif 2030. Et nous avons essayé de faire des simulations. Pour y arriver, nous avons besoin à peu près de 3 000 milliards de francs CFA. Et à cette occasion, nous avons une délégation du Burkina qui séjourne actuellement à la conférence des Nations Unies à New York, où le plaidoyer sera apporté, où les acteurs seront engagés sur les actions urgentes à mener et les moyens à mobiliser pour accélérer le changement pour résoudre les crises de l'eau. Et si nous réussissons en tout cas à accélérer le changement par des petits gestes à tous les niveaux, je pense que ce n'est pas de l'utopie. Alors la condition elle est énorme, 3 000 milliards de francs CFA pour pouvoir mettre en œuvre les actions à réaliser en 7 ans pratiquement. Est-ce que c'est possible? Bon, je pense que c'est une ambition que le Burkina, et c'est un engagement que le Burkina a pris. Je pense qu'elle représente ici l'autorité gouvernementale. Et comme elle l'a si bien dit, du 22 au 24 mars 2023, s'est tenue à New York une conférence sur l'accès à l'eau potable. Comment faire en sorte que d'ici 2030, là, tout le monde ait accès. Pour revenir au cas du Burkina Faso, je pense qu'il faut beaucoup de courage, d'engagement et beaucoup de financement. Ça voudrait dire quoi de façon concrète? À l'allure où les choses vont, comme je l'ai dit, nous avons regardé les chiffres entre 2016 et 2021. On s'est rendu compte que l'État consacre 2,4% de son budget au secteur de l'eau et de l'assainissement. Ce n'est pas uniquement le secteur de l'eau. Quand on rentre pour voir le budget consacré à l'assainissement, c'est 0,0 quelque chose. C'est très bas. Il ne faut pas se leurrer le visage. Si on veut faire en sorte que d'ici 2030, je suis content de savoir qu'elle a donné des chiffres et que le gouvernement a déjà fait des calculs pour que 2030 on puisse travailler à avoir accès à l'assainissement. On ne peut qu'encourager ce genre de choses. Mais je dis, à l'allure où on va, si on continue à ce rythme-là, on est en train de pédaler doucement, alors qu'il faut accélérer. C'est une course contre la montre. Donc pour accélérer, il faut plus d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre plaidoyer aujourd'hui, notre nouvelle stratégie qui va couvrir la période 2023-2028, nous avons fait du financement du secteur en termes de qualité et de quantité un objectif. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si on veut
faire avancer le secteur de l'eau et de l'assainissement dans notre pays, il faut beaucoup plus de financement. Ce n'est pas forcément à l'extérieur. C'est bien d'aller à New York demander des fonds, mais il faut que nous aussi nous essayons de voir au niveau local, au niveau endogène, qu'est-ce que nous faisons pour avoir assez de ressources pour financer le secteur. Il y a des ressources, il y a des possibilités qui sont là. La CFE, par exemple, il faut voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on fait en sorte que au niveau du Burkina Faso, le secteur privé puisse s'intéresser aussi au secteur de l'eau? Comment nous faisons pour qu'il y ait plus d'investissement dans le secteur? C'est autant de questions qu'il faut se poser et trouver les réponses pour avoir beaucoup d'argent investi dans le secteur et travailler à faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau potable. Voilà. Alors Alassane Samoura, 2030 pour que tout le monde ait accès à l'eau, est-ce que vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste? Très pessimiste. Très pessimiste. Très pessimiste parce à l'allure où vont les choses. Oui, à l'allure où vont les choses. Je me demande même si souvent on ne régresse pas. On ne régresse pas. La question sécuritaire est encore plus compliquée. Les chiffres montrent qu'on avance. Oui, mais les chiffres c'est autre chose. Les réalités du terrain c'est autre chose. On est actuellement dans la situation des personnes déplacées. Vous voyez, ce n'était pas prévu, c'est compliqué. Bon, c'est des situations encore plus difficiles qu'on n'avait pas prévues, on n'y croyait pas. Et pour gérer ces questions-là, il a dit 2 millions de personnes à travers le pays, c'est compliqué. Le président même a dit l'autre jour qu'ils ont essayé de faire des forages vers Kaya. Il y a eu même des négatifs, tout ça. On n'a pas encore pu trouver là. Il parle de bataille de l'eau. Moi, je suis parfaitement d'accord. Mais les chiffres, les comportements me font croire que nous ne sommes pas à la veille de la chose. 2030, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faut peut-être voir 2050, 2075. Moi, je vois les choses comme ça. Et on va essayer d'avancer. Accélérer, c'est vrai, comme il l'a dit, on pédale. Mais au Burkina, les gens, ils pédalent même pas. Il y en a qui marchent. L'administration est lourde, ça ne marche pas. Les choses sont très difficiles. On ne peut pas booster les gens ne bougent pas de leur bureau. Donc, c'est très, très difficile dans ce pays-là. Pour faire passer un papier pour une administration, une lettre, c'est compliqué dans ce pays. Et vous voulez que les choses changent comment? C'est difficile. Donc, si on n'a pas ces impacts même au niveau de l'administration, ne croyez pas qu'au niveau des villages, ça va se ressentir. Donc, c'est un peu ça. L'accélération des changements suppose d'abord que nous-mêmes, on doit changer. Si nous, on change, les choses aussi vont changer. Mais ce n'est pas demain la veille qu'on va changer. Et les chiffres sont là. Et des députés ils parlent de budget, c'est bien. Mais franchement, c'est les secteurs, la culture et l'eau, c'est les secteurs les plus pauvres de ce pays-là. Alors que c'est quand même les secteurs les plus importants qu'il faut voir. Aujourd'hui, la question humanitaire qui se pose, c'est des questions d'eau, forcément. Et aujourd'hui, la crise de terrorisme sur laquelle on est, c'est une question culturelle. Vous voyez, tous ces aspects-là n'ont pas été pris en compte, mais c'est là où on met le petit budget pour saupoudrer. Je vais dire le terme, c'est le terme, il faut saupoudrer les choses pour donner l'impression qu'on avance. On donne des chiffres. On est à New York, c'est bien. On attend les conclusions de New York. Moi, je suis bien content. On verra ce que ça va donner. On était à Dakar. Madame était là. La question des eaux souterraines s'est posée. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut faire des eaux souterraines? C'était le thème du Forum mondial de l'eau de Dakar. Un an après, on doit être capable de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais on n'a pas de données dessus, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de littérature. On est là, on avance, on navigue à vue sur certaines choses. Et ça, il faut arrêter. Voilà. Je pense qu'il faudrait aussi toucher du doigt une des faiblesses de la décentralisation ici aussi, qui est un frein. Parce que les questions d'eau et d'assainissement ont été transférées aux collectivités territoriales. Mais quand vous allez sur le terrain, rencontrer les maires, les conseils municipaux, des collectivités territoriales, on vous dira tout de suite peine avec de petits budgets. Il y a des difficultés pour transférer les ressources aux communes. Donc, quand c'est le cas, comment on fait pour que à Sao, à Konlastenga, les populations aient accès aux infrastructures d'eau et d'assainissement? Si on dit qu'au niveau central, on transfère les ressources, on se retrouve dans un contexte où il y a des lourdeurs administratives qui font que les ressources n'arrivent pas à temps, ou bien quand ça vient aussi au niveau des collectivités territoriales, on se rend compte que la gouvernance même ne les permet pas de prendre en charge les appels d'offres, etc. Au bout de l'année, on s'assoit encore, on dit « Ah, on n'a pas pu faire ». Donc ce sont autant de questions qu'il faut se poser et avoir le courage à un moment donné de s'asseoir
pour voir comment on peut faire pour faire bouger ces goulets de tanglement-là et faire avancer les choses. Ça, c'est très très important aussi à noter. Alors, c'est donc sur vos propos. Christine Tapsoba, vous souhaitez réagir? Oui, je souhaite rassurer les téléspectateurs qu'au niveau du ministère de l'eau, nous suivons l'accès à l'eau potable au niveau quartier jusqu'au niveau national. Nous avons une base de données qui nous donne dans tous les villages, dans chaque village, le niveau d'accès à l'eau potable. Et au niveau du ministère, je pense que nous avons été l'un des premiers ministères à nous engager dans le transfert de ressources aux communes. Chaque année, il y a un budget du ministère de l'eau qui est transféré aux collectivités territoriales pour la réalisation des fourrages. Et je pense aussi qu'au niveau national, il y a une dynamique, en tout cas qui a été engagée pour... vous avez ce qu'on appelle les programmes d'urgence pour le Sahel qui offrent en tout cas des facilités pour que les actions de réalisation de fourrage et de latrines dans certaines localités puissent se faire assez facilement. Donc c'est dire que toutes ces difficultés que vous avez énumérées, ce sont des difficultés réelles et c'est connu au niveau du ministère en charge de l'eau et nous travaillons vraiment à relever toutes ces difficultés-là. On souhaite donc beaucoup de courage et beaucoup de courage et de persévérance justement dans la mise en place de cette politique pour l'accès à l'eau pour tous. Merci à Roch Ouedraogo, merci à Alassane Samoura et merci à Christine Tapsoba Ouedraogo. Merci à tous d'être venus nous parler de cette problématique, la crise de l'eau au Burkina Faso.